En première ligne de la coalition internationale contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie, le Canada est régulièrement menacé d'attentats sur son sol dans les vidéos de l'organisation. Comme en France, une loi controversée a été adoptée cet été pour y faire face. Elle renforce considérablement les pouvoirs des services de renseignement. Mais en parallèle, le pays semble également vouloir privilégier la prévention pour lutter contre la radicalisation. Un phénomène qui prend de l'ampleur et inquiète aussi bien les autorités que la communauté musulmane. Selon les estimations, entre 150 et 170 Canadiens se trouveraient actuellement dans les rangs d'organisations terroristes au Moyen-Orient. C'est un reportage signé Frédéric Guiraud. Si les fidèles se pressent ce matin, c'est pour venir écouter cet homme. Descendant direct du prophète Mahomet, Syed Sahawardi est l'imam respecté de la plus importante communauté musulmane de Calgary. En mars dernier, il pose un geste fort, symbolique. Avec 38 autres imams nord-américains, ils édictent la première fatwa au monde à condamner les agissements du groupe armé État islamique et tous ceux qui seraient tentés de le rejoindre. C'est là une manière de leur enseigner, de les éduquer, de leur rappeler ce qu'est vraiment l'islam. Et les informer que leur approche, leur manière d'aborder ces questions, problèmes et conflits n'est pas islamique. Pendant le prêche, l'imam fait aussi appel aux dons pour son grand projet, une nouvelle mosquée mais surtout une école religieuse. Car il en est convaincu, la lutte contre la radicalisation doit passer par l'éducation. Vous ne voulez pas isoler vos concitoyens, vous voulez les rassembler. Et comment les rassembler? Est-ce que c'est en les mettant en prison? Ou bien en les éduquant, les conseillant, les réhabilitant? Comme ailleurs dans le monde, la question du terrorisme religieux s'est imposée de manière brutale au Canada. 22 octobre 2014 à Ottawa, fusil en main, Michael Zeaf-Bibo se lance à l'assaut du Parlement canadien. Bilan, un militaire tué et un pays en état de choc. En réaction, les arrestations de terroristes présumés se multiplient, comme en mai à Montréal. 10 jeunes soupçonnés de vouloir rejoindre la Syrie sont alors interpellés à l'aéroport. Une affaire révélatrice de l'attractivité de la propagande des groupes terroristes sur certains jeunes Canadiens. Et ce même constat, la répression seule ne peut être la solution. Depuis, le Québec a donc ouvert le premier centre nord-américain de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Budget annuel 1,3 million d'euros et ici pas de policiers, mais des psychologues et des travailleurs sociaux qui offrent écoute et soutien, en toute confidentialité, aux familles et proches de personnes radicalisées. On mise sur la mobilisation de la communauté en disant c'est à vous de détecter, c'est à vous de regarder, est-ce qu'il y a des changements? Vous savez, un jeune qui change, qui commence à se transformer dans la société, c'est la famille qu'on va. Les premiers à voir, c'est la famille. C'est pas la police. C'est pas le système de justice. C'est pour ça qu'il faut capitaliser sur ces personnes. Sur 325 appels reçus en 6 mois, 87 ont fait l'objet d'un suivi plus approfondi et 6 déjà auraient permis de mettre à jour des menaces terroristes. Et ce sont alors les familles qui ont demandé d'alerter la police. Une police qui, elle aussi, ne privilégie plus forcément la seule réponse judiciaire. Lorsque cela est possible, elle mise sur la communauté pour tenter de déradicaliser la personne. On part du principe que si on veut faire un contrepoids ou donner un discours alternatif, c'est un leader de la communauté, un leader religieux qui peut influencer ou corriger cette mauvaise compréhension de cette personne-là. Mohamed Robert Eft est l'un de ces leaders auxquels les autorités font appel. Converti en 1998 et séduit par l'islam radical, ce Canadien se rend en Irak en 2003 pour servir de bouclier humain et empêcher les bombardements américains. Un parcours qui lui vaut aujourd'hui d'avoir l'oreille des personnes tentées par la violence, comme Naïm Khan. Sur son blog, ce jeune homme d'origine pakistanaise appelé au meurtre de ceux qui insultent l'islam, repéré et interrogé par les services de renseignement, c'est finalement sa rencontre avec Mohamed Eft qui sera déterminante. On a discuté et il m'a dit « Nous ressentons la même chose, mais toi, que fais-tu? La solution est-elle d'aller tuer des gens ou faire sauter une station de métro? Quelle est la solution? D'être de meilleurs musulmans et de changer la société avec notre caractère, avec le bien que l'on peut faire. » Un contre-discours simple mais semble-t-il efficace, si bien que sur ce terrain tout juste défriché, Mohamed Eft projette de construire un centre d'accueil pour jeunes radicalisés.
Ils entreront donc dans ce programme. Le gouvernement devra payer les frais ou les familles auront à payer et ils pourront alors rester ici. Et nous pourrons alors les déprogrammer en travaillant sur leurs croyances religieuses, leurs responsabilités envers leur communauté et la société. Si toutes ces initiatives pourraient donc contribuer à lutter contre la radicalisation religieuse, de retour au siège de son organisation à Toronto, Mohamed F souhaite néanmoins en tempérer la portée. Le combat de la déradicalisation ne pourra être gagné sans que nous prenions en considération les griefs dans les politiques étrangères dont les musulmans sont victimes dans le monde. C'est extrêmement important. Car ce sentiment d'injustice largement partagé dans la communauté musulmane est bien la clé de voûte de l'endoctrinement par les organisations terroristes. Pour lutter contre la pollution, la ville de Shanghai a récemment ordonné la fermeture de 153 usines polluantes dans un quartier industriel à l'est de la ville. Il faut dire que la zone doit accueillir l'an prochain le tout premier parc d'attractions Disney en Chine continentale pour un coût de 5 milliards de dollars. Alors que les travaux ont pris du retard, c'est un autre défi de taille qui attend les autorités locales et la firme américaine. Shanghai est l'une des villes les plus polluées au monde, mais pas question de recevoir les futurs visiteurs sous un ciel gris. Les usines de chimie, de plastique ou de verre sont priées d'aller polluer plus loin. Cette arrivée d'un parc de loisirs est en fait révélatrice de la façon dont la mégapole tout entière entend se transformer. Moins d'industrie et plus de services et de loisirs. Mais cela se fait aussi au détriment des cols bleus, obligés de partir toujours plus loin en banlieue pour trouver du travail. Reportage à Shanghai de Clémence Dibou et Charlie Wang. Une silhouette enchantée qui se détache au loin, presque comme un mirage. Voici, en cours de construction, le futur Disneyland de Shanghai. L'ouverture est prévue pour 2016, mais la zone est encore un vaste chantier. Quelques mois seulement pour aménager ces 14 km² et surtout ramener le ciel bleu dans le paysage. Car si Shanghai est l'une des métropoles les plus polluées au monde, pas question de recevoir les futurs touristes sous un ciel pollué. Alors dans les villages alentours, les autorités font la chasse aux usines polluantes, quitte à bouleverser l'économie locale, comme ici à Zhebang, à quelques kilomètres du chantier. Les ouvriers venaient de loin pour travailler ici et sur place, ils avaient besoin d'acheter des affaires. Mais avec la fermeture des usines, beaucoup sont repartis dans leur province. Les affaires sont moins bonnes. Parmi les entreprises priées de déménager, beaucoup d'usines de plastique ou de verre, des productions polluantes car très gourmandes en charbon. Cet entrepôt était spécialisé dans la découpe de vitres pour le marché local. Jugé trop obsolète, son bail n'a pas été renouvelé, laissant une dizaine d'ouvriers sans emploi. Je vais devoir aller chercher du travail ailleurs, ou sûrement rentrer dans ma région d'origine, dans le sud du pays, pour essayer d'apprendre un autre métier. Le reste de mes collègues, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Des travailleurs sans qualification qui étaient venus des provinces pauvres pour trouver du travail dans les usines des faubourgs de Shanghai et aujourd'hui laissés sur le carreau. En fait, la plupart de ces usines ne ferment pas vraiment leurs portes, mais ont reçu l'ordre de déménager en toute discrétion un peu plus loin en banlieue. Mais impossible même pour les salariés de connaître le lieu de la délocalisation. On ne sait toujours pas où l'entreprise va déménager et si on va pouvoir les suivre. Mais si l'usine part s'installer trop loin, je ne pourrai pas y aller car mon enfant va à l'école ici et je ne peux pas le changer comme ça. Dans ce cas, je ne sais pas ce que je vais devenir. Oui, tout ça m'inquiète. Si toutes les usines ferment, alors il faudra quand même que je parte. Car comme beaucoup d'autres, cet atelier de pièces automobiles doit déménager dans quelques mois. Mais cette usine n'a pourtant pas été contrainte de fermer ses portes par les autorités. Ici, c'est le patron lui-même qui a préféré prendre les devants et transformer ses locaux en hôtels pour attirer les futurs touristes du parc Disney. Ici, ce sera le hall de réception et le restaurant. En tout, il y aura 170 chambres. Aujourd'hui, tout le monde veut se mettre au tourisme, car c'est devenu plus rentable que l'industrie. Les marges de profit dans le secteur tertiaire, c'est entre 10 et 15%, contre 5% dans l'industrie. Le coût de la main-d'œuvre est devenu trop élevé à Shanghai pour continuer la production industrielle. Pour conserver des marges correctes, il n'y a que les services. Mais on doit aussi recruter des citadins avec plus d'expérience. Rien que dans la rue principale, une dizaine d'hôtels est en cours de construction. L'arrivée du parc d'attractions devrait donc modifier en profondeur tout le paysage urbain de Pudong, cette immense zone à l'est de la ville. Et pour les urbanistes, Shanghai se rêve désormais en ville de services et de loisirs, rejetant toujours plus loin ses industries.
La ville est ici et le Grand Pudong, donc la ville moderne, le quartier moderne de Shanghai, est à l'est du fleuve et Disney sera dans cette zone-là. Pudong était dans les années 90 et 2000 exclusivement, on va dire, industriel, et puis au milieu des années 2000 a commencé à se tourner vers les services, puisque les Chinois vont de plus en plus en vacances, dépensent de plus en plus d'argent et ont de plus en plus de temps pour dépenser cet argent. Dernier exemple de cette réorientation récente, la création de parcs de loisirs sur d'anciens terrains industriels. La possibilité nouvelle de venir flâner en famille dans la nature, et les citadins adorent. Les enfants adorent. Ils n'ont pas souvent l'occasion d'être dans la nature. Ils ne connaissent souvent que les animaux domestiques qu'on élève dans nos appartements. Donc c'est important de leur montrer tout ça, d'être en contact avec les animaux. Et ils sont vraiment contents de voir un peu de nature. Débarrassée de ses industries les plus polluantes, Shanghai veut donc attirer les classes moyennes grâce au développement de grandes zones de loisirs tirées par Disneyland. Les autorités espèrent voir affluer dans le futur parc d'attractions 10 millions de visiteurs dès sa première année d'ouverture. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Disney a décidé d'intégrer à son parc de nombreux éléments chinois. Symbole le plus éclatant de ce méli-mélo, le traditionnel château de Cendrillon au cœur du parc sera surmonté d'une pivoine, un des emblèmes de la Chine. Il faudra aussi compter sur les animaux du calendrier chinois réinterprétés comme des personnages de Disney, ainsi qu'une version adaptée en mandarin de la comédie musicale Le Roi Lion. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.